Alors, je vais vous présenter un petit peu des choses simples. Enfin, je vais essayer. Et je vais beaucoup parler de tout ce qu'il faut pour bien faire de dépistage et de toutes les compétences qu'il faut avoir et surtout de toute la coopération qu'il faut mettre en route. Donc, des éléments de réflexion pour avancer en Nouvelle-Calédonie. Euh, En 1943, on a eu la première de chevaux. Elle était pas mal, hein, avait une jolie ligne. Et en 1943, on a un médecin grec, docteur Georgios Papanicolaou, qu'on voit là en charmante compagnie avec son gynécée. C'est lui qui, à partir de 1928, a compris que sur la cytologie, on pouvait dépister les cancers et les lésions précancéreuses. Donc il lui a fallu de 1928 à 1943 pour convaincre ses pairs. Et pourquoi ? Parce que simplement au début, il n'avait pas beaucoup de nombres. Il avait basé son travail sur trop peu d'échantillons. Et tout le monde sait qu'en termes de statistiques, on ne fait pas de statistiques sur un petit échantillon, sur des petits nombres. Les petits nombres ne veulent rien dire. Donc on commence donc un dépistage avec de la morphologie. Donc sur l'aspect des cellules, on regarde la tête qu'elles ont quand elles sont abîmées. Abîmées par en fait un virus, puisque c'est le virus HPV, enfin plusieurs virus HPV qui sont en cause dans le cancer de l'utérus. Et pourquoi aussi j'ai mis juste avant que nous parlions du dépistage secondaire du cancer du col, parce que le dépistage primaire, c'est de vacciner. Voilà, si on vaccinait contre l'HPV, je pourrais faire autre chose. Ce serait peut-être pas mal d'ailleurs. Donc tout d'abord la vaccination et après du dépistage. Voilà, et juste pour dire que nos voisins australiens ont bien compris et ils ont fait s'effondrer de plus de 90% leurs lésions. Voilà. Donc, quand on parle de morphologie, on parle de frottis conventionnel, mais il y a un petit peu mieux que la de chevaux. Il y a le monocouche. Le monocouche, juste pour un petit visuel, c'est passé de ça, un étalement à la truelle, à quelque chose de plus propre. Voilà, de la même façon que la deux chevaux, la débarre et la manivelle, c'est vrai que c'est étalé un petit peu à la truelle parfois. Voilà. Et donc nous, pourquoi ce serait bien la phase liquide ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Nous, les lecteurs, c'est surtout l'amélioration de nos conditions de travail. Parce que on se fatigue énormément à lire des frottis. On fatigue nos petites équipes de cytolecteurs. Et d'avoir des frottis homogènes avec un fond plus propre nous facilite la lecture. Après, c'est bien aussi pour la collectivité, le payeur, celui qui paye, parce que les frottis, même si c'est les dames qui les payent, c'est quand même remboursé, ou bien c'est la CAFAT, la mutuelle, ou bien c'est l'agence sanitaire par le biais du dépistage organisé. Et donc, diminuer les frottis rejetés parce que c'est trop inflammatoire, que c'est pas étalé à notre goût, ou bien parce que payer moins cher parce qu'on fait un seul prélèvement à la fois pour regarder la morphologie ou pour faire un typage, c'est bien, c'est moins cher. Pourquoi aussi ça intéresse les financiers, les industriels ? Parce que les images sont utilisables par les analyseurs d'images. Donc on fait une automatisation de la lecture et bien sûr on vend des machines pour ça, on remplace les gens. Et ça a démarré depuis 15 ans. Mais pour pouvoir avoir un analyseur d'images, il faut être une sacrée région. Il faut au moins 300 000 frottis par an. Donc c'est bon, on n'est pas à ce stade. On n'en est pas là du tout. C'est pas non plus notre souhait parce que les machines c'est très bien, mais quand ça tombe en panne, c'est pas facile. Voilà. Et donc, au total, ce qu'en dit l'HAS dans son rapport de 2010, c'est que de toute façon, il n'y a pas de meilleure sensibilité pour un frottis en morphologie qui soit fait en conventionnel ou en monocouche.
Donc on ne révolutionnera pas la qualité du dépistage, mais on évitera de nous épuiser, nous. Et ça, c'est important. Voilà, donc qu'est-ce que... donc oui, je vous avais montré un petit peu la comparaison, mais je vous montre le quotidien. Voilà, donc ça, c'est des frottis qui sont consécutifs, des numéros consécutifs. Donc il n'y a pas... On n'a pas choisi spécifiquement. Pour nous aussi, nos préleveurs sont des artistes peintres. On les reconnaît souvent à leur gestuelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix? On a fait le choix de matériel éprouvé pour ne pas avoir de soucis. Donc on a pris comme fascicule Becton et Dickinson. Pourquoi? Parce que enfin, on l'aurait peut-être fait avant, mais c'était pas adapté au climat tropical. Avant, les échantillons, les flacons avec le liquide de conservation ne pouvaient pas rester à plus de 25 degrés. Maintenant, c'est 30. Et en plus, les flacons se périmaient au bout de 6 mois, ce qui est complètement incompatible avec des commandes par bateau, les seules qui soient faisables à un prix plus abordable. Donc maintenant, c'est tranquille, c'est 30 degrés. En plus, c'est un liquide certifié qui est compatible, bien sûr, pour faire un typage derrière. Et puis, le flacon avec son échantillon dedans peut se garder 4 semaines à température ambiante. Donc on va pouvoir être rationnel dans le fait d'envoyer ces prélèvements, on le verra plus tard, pour diminuer le coût. Et on peut aussi, si vraiment on est perdu dans la brousse et qu'on n'a pas la poste, qu'on n'a personne, garder jusqu'à 6 mois au réfrigérateur avec son petit échantillon dedans. Voilà, et puis donc c'est un système avec des brossettes qui s'autodétachent pour éviter qu'on contamine en coupant une brossette avec des ciseaux qui pourraient déjà avoir été contaminé par une autre personne. Ça, c'est ce que nous dit le constructeur, de faire 5 tours dans un col. En même temps, on nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sang. Donc, on va le tester avec des gynécos qui ont déjà un petit peu de matériel et qui sont en cours d'essai. Donc, on va ajuster. On va vous communiquer après un tour, 2 tours, 3 tours et demi. Dans un sens horaire, anti-horaire, on va tout tester. Mais on aura besoin de vous. Pour le typage, on n'est pas des biologistes. On n'a aucune compétence dans l'extraction, dans les étapes préalables que les biologistes savent faire. Donc on a choisi un système de PCR fermé. Fermé, ça veut dire que tout est sécurisé dedans, que ça fonctionne tout seul et que c'est très cher. Voilà, contrairement à d'autres méthodes. Mais c'est suffisant pour notre volume d'activité puisque on fera du typage. Normalement, au début, c'est que on type de l'HPV quand on a un ascus. Et après, Clémence nous expliquera d'autres choses, mais c'est pour après. Voilà. Je regarde où j'en suis mes petites notes. Donc c'est un système qui est certifié et on ne peut pas se tromper, on ne peut pas rendre une ânerie parce que tout est géré à l'intérieur sans qu'on puisse œuvrer. Qu'est-ce que c'est de la PCR avec accent polymérase chaîne réaction? Ce qu'on dépiste, ça s'appelle l'amorce. L'amorce, c'est sur la capsule du virus, c'est sur des protéines, des exons qui sont assez stables, quel que soit le type de virus. On met en route des polymérases, c'est-à-dire pour pouvoir faire des réactions en chaîne qui vont dupliquer, et de quelque chose qui est à peine détectable, qu'on voit ici un tout petit peu, là, on va en faire une grosse épaisseur, un gros peloton, qui au bout de 30 cycles va devenir vraiment visible. Donc c'est ça, une réaction en chaîne, qui se fait dans plein d'autres choses. Nos amis biologistes nous raconteront après. Moi, je ne sais pas tout ça. Voilà, donc parce que donc en virologie, les HPV, il y en a tout un nuage. Il y en a à peu près 200 qui sont connus pour l'humain.
et un petit peu plus de 100 qui sont responsables, enfin qui interviennent dans la cancérogénèse du col de l'utérus. Donc on ne peut pas tous les typer. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a une nécessité de choisir, parce que sinon ce serait des étapes interminables. Donc on va être rationnel. Donc à partir des statistiques, on a déterminé des génotypes qui sont très cancérogènes. Donc le peloton de tête, c'est HPV 16 et 18, qui font 70% du cancer du col. Avec les 5 suivants, 16, 18, 33, 45 et 31, on a 86% des cancers du col. Et ce système Cepheid Gene Expert donne 3 lignes. L'HPV 16 tout seul, l'HPV 18 et 45, et ensuite 12 autres. Et c'est le... Pourquoi ça tourne comme ça? C'est le métro qui passe dessous. Donc le résultat sera affiché de cette sorte, avec des lignes comme ça. Mais bien sûr, ça vous sera transcrit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de typage viral et de déterminer quel éventuel génotype viral est en cause? Parce qu'on savait déjà, depuis 93, donc avec une étude d'Ostor, qui était un médecin norvégien, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait une évolution possible des lésions d'un point de vue histologique. Voilà, donc en s'empirant, en rouge, ou en s'améliorant. C'est-à-dire que ça peut aussi diminuer. Et on voit ici, donc, dans les progressions, que pour certains groupes de virus, selon l'âge, on n'a pas le même comportement. Toute population confondue, le risque de progression ici pour 5 ans est de 20% pour ce groupe de virus, mais pour les plus jeunes femmes de moins de 30 ans, il est moindre. Donc, plein d'études démontrent des cinétiques différentes selon le typage, et c'est ce qui a été fait et résumé par les virologues dans leur établissement de typage. Voilà. Et donc, avec tout ça, il faut comprendre en statistique ce qu'on dépiste en morphologie. Donc, la cytologie, la morphologie, donc à quoi ressemblent mes cellules, comment elles sont abîmées, c'est un test qui est sensible dans 70% des cas. Voilà. Sensible, ça veut dire qu'on va le dépister, qu'on va le trouver. Donc, on va le dépister dans 7 cas sur 10. C'est pas énorme. Voilà. Alors que si on fait un typage viral avant, on va dépister 90% des anomalies. Et en termes de spécificité, on est semblable. C'est-à-dire que quand on trouve une lésion, c'est bien une lésion. C'est ça la spécificité. Donc un test en dépistage doit être sensible. S'il est peu sensible, ça ne peut pas servir au dépistage. C'est comme ça que ça se fait en santé publique, que ça se réfléchit. Voilà. Et donc, quand on parle de chiffres, il faut comprendre les chiffres et les traduire. Donc, si on regarde ce qui se passe dans toutes les grandes séries, sur 10 lésions, donc des lésions, c'est ce que moi je vois au microscope. Ça peut être des lésions intra-épithéliales de bas grade ou de haut grade, ça peut être des cancers. Tout ça, pour moi, c'est des lésions. Sur 10 lésions, 3 ne seront pas dépistées par le frottis. Voilà, c'est très important. 3 sur 10. Et 4 ne seront pas dépistés, tout simplement parce que le frottis n'est pas fait. Donc il y a plus de risques pour une femme, bien sûr, de ne pas être dépistée parce qu'elle n'a pas fait de frottis, que parce qu'elle en a fait un. Mais sur 10 cancers en Nouvelle-Calédonie, on n'en a que 3 qui sont dépistés par le frottis, et 7 sont dépistés par des symptômes, car pas assez de frottis, enfin pas une rythmicité suffisante, pour plus de 8 d'entre elles. Donc là, on est dans un autre cas de figure. Et 4 cas sur 10 cancers, 4 femmes mourront dans les 2 ans. Parce que c'est révélé par des symptômes à un stade déjà avancé, et que même si on a des bonnes équipes, on ne peut pas tout faire, on n'est pas des dieux.
Voilà, donc ça c'est ce qui se passe sur les études métropolitaines, ça c'est ce qui se passe qu'on connaît sur nos chiffres à nous, et ça c'est ce qu'on connaît sur d'autres études, donc McCaffery en 2004, sur ce que peut provoquer aussi des embêtements, on en parlera après, sur le dépistage par typage, c'est sur la vie sexuelle des patientes. Parce que rendre une histologie positive avec un typage HPV négatif, ça fait que 2% de perturbations dans leur vie sexuelle. Mais quand on rend un typage positif avec une cytologie, avec une lésion, eh ben bizarrement, ou pas bizarrement, 30% d'entre elles ont vraiment du mal à avancer. Voilà. Donc, de tout ça, voilà. J'ai fait un petit tableau de démographie actuelle sur les sources ISEE de l'année dernière, sur les tranches d'âge des personnes dépistées en Nouvelle-Calédonie, selon notre maquette actuelle, donc qui est de 20 à 65 ans. Donc je l'ai divisé pour pouvoir servir après à la discussion qui aura lieu probablement après que Clémence ait parlé. Voilà, auparavant, en Nouvelle-Calédonie, on dépistait de 17 à 65 ans. Après une période de discussion, de retour avec l'agence sanitaire, c'était un peu plus limité, puisqu'on n'avait pas dépisté de cancer avant 20 ans. Se posera le problème de savoir ce qu'on décide en Nouvelle-Calédonie, pour savoir si on se cale sur les référentiels métropolitains dans le dépistage organisé. Nous verrons ça. J'ai mis ici les ratios du dépistage en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une source de l'agence sanitaire. Donc on s'aperçoit que, parce que le dépistage c'est quand même quelque chose qui a été mis en place en 1994, je pense qu'on peut quand même en être fier, parce que en métropole c'est en 2019 qu'un dépistage organisé a été mis en route. Donc on arrive grossièrement à pratiquement un frottis sur 2 qui est du dépistage organisé, et le reste en dépistage spontané, en sachant que qu'on varie peu les chiffres totaux de dépistage, enfin de chiffres totaux de frottis réalisés pour tout motif. On y reviendra. Voilà, parce que donc quand on prend la maquette de la théorie du dépistage en Nouvelle-Calédonie de 20 à 65 ans, ça fait 17 frottis juste pour dépistage dans la vie d'une femme. Donc si on le rapporte à la population que j'avais décrit dans une autre diapositive, optimalement, il devrait y avoir 31 000 frottis par an en Nouvelle-Calédonie juste pour le dépistage. Bien sûr, si on avait une population constante. Mais ce qui est constaté, c'est 18 à 20 000 frottis dans les années 95 à 2000. On est passé à 23 000 frottis à peu près dans les années suivantes jusqu'à maintenant. C'est à peu près ça qui est fait. Alors que bien sûr la population a augmenté de 30% dans l'intervalle. Voilà, donc ça fait une couverture très inférieure à 75% de la population, puisque dans ces frottis, il y a aussi du suivi de lésions, hein, bien sûr. Mais c'est pas si nul que ça. Il ne faut pas toujours dire qu'on est les derniers de la classe, puisqu'on estime en métropole que d'avoir une couverture de 75% de dépistage, enfin de femmes qui fassent des frottis, ce serait chouette. Bon là, nous, on ne sait pas si 75% des dames, parce qu'on n'a pas d'étude qui a été faite pour connaître vraiment la maquette de dépistage que suit chaque femme. On a simplement un nombre total. Voilà. Et donc, Elodie Magna avait fait une étude très bien juste avant les années 2000, et ce serait peut-être bien de pouvoir la refaire, puisque elle, partant de tous les cancers, avait réussi à justement trouver le nombre de femmes qui avaient été bien concernées par le dépistage. Voilà, donc je me suis perdue dans mes diapos, mais je vais m'y retrouver. Voilà, donc en conclusion, pour ne pas être trop longue, parce que je reviendrai tout à l'heure, comme l'INCa disait en 2016, qui disait que pour qu'un programme national de dépistage, donc de dépistage organisé, soit lancé,
il fallait créer les conditions du passage à terme au test HPV dépistage. Et pour nous, ça doit être fait avec de l'information, de la connaissance, à la fois du monde médical, de la population, mais aussi des tutelles, parce que on se rend compte que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on fait, dans quelles conditions on le fait ou pourquoi on le fait, dans quelles conditions notamment juridiques, puisqu'il y a des textes qui ne suivent pas bien. Il faut de la coordination. La coordination, ça veut dire c'est à ton tour, c'est à mon tour. Donc, qui fait quoi? Les sages-femmes, les médecins généralistes, les gynécos. De la coordination, c'est merveilleux. Mais ce qui est encore mieux, c'est la coopération, c'est quand on fait ensemble. Voilà. Et quand on fait ensemble, ça veut dire que dans chaque métier, on dit à l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc ça, je l'ai mis en vert, parce que c'est mon espoir. Et notamment les tutelles, puisque j'aimerais bien que la DAS étende, comme en métropole, la possibilité que les anapathes puissent faire du typage HPV, parce que pour l'instant, j'ai pas le droit. Donc heureusement que j'ai des amis biologistes qui vont m'aider. J'aimerais bien donc qu'on puisse discuter tous ensemble avec l'agence sanitaire de comment on organise le dépistage du col, sur quelle base et avec quelle logistique, parce que un frottis qui est fait quand c'est à Nouméa, c'est pas trop difficile pour beaucoup de patientes de se déplacer. C'est pas trop difficile pour ma part de payer un coursier quand le cabinet fournit beaucoup de frottis, que ça fait pas beaucoup de toucher. Mais c'est très difficile d'aller les chercher à Ouégois, à Ponériouin, ou partout. Et pourquoi est-ce que ce serait... comment on peut faire pour que les dames les envoient? Comment on peut être sûr qu'elles les envoient? Pourquoi est-ce que ce sera au médecin de le faire? Il y a des tas de choses sur justement la coopération. C'est à ton tour, c'est à mon tour, mais dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Donc c'est de ça qu'on parle. Et c'est là-dessus que je remercie beaucoup l'association médicale, parce qu'il n'y a que dans des endroits comme ça où on peut discuter avec tout le monde. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc j'en ai terminé pour maintenant. Vous n'avez peut-être pas appris tout, mais comme je le pense, je ne peux pas devenir virologue, vous ne pouvez pas devenir anapathe, et je ne suis pas gynécologue. Donc chacun fait du mieux qu'il peut dans ce qu'il connaît, mais avec ses voisins. Ce qui me permet d'introduire, de passer la parole à ma voisine. Voilà. Alors moi je suis le docteur Clémence Raptin, je suis gynécologue obstétricienne. Et effectivement je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, je suis arrivée fin 2019 sur le territoire. Donc moi je fais des remplacements en libéral et je suis rattachée à la clinique pour mes gardes. Voilà. Alors du coup là ma présentation elle fait suite à toutes les modifications qu'il y a eu en 2019 en métropole. Il y a eu beaucoup de changements. Et donc mon plan, on va d'abord parler de la vaccination et ensuite du dépistage. Dans les nouveautés qui sont arrivées en 2019, il y en a une troisième, c'est le suivi post-opératoire, suite à des conisations, suite à des lasers. Mais bon, ça c'était c'est un peu plus spécialisé. Alors donc, on commence par la vaccination. Donc la nouveauté, c'est que la vaccination maintenant, ça se fait aussi chez les garçons. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va vacciner aussi les garçons? Donc en France, il y a plus de 6000 nouveaux cas de cancer qui sont liés au papillomavirus. Et un quart de tous les cancers HPV induits surviennent chez l'homme. Donc ça peut être des cancers de la sphère ORL, de l'anus et du pénis. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que surtout, en fait, c'est les femmes qui pâtissent des pathologies liées à l'HPV avec 4580 nouveaux cas de cancer par an. Donc col de l'utérus, vulve, vagin, anus, sphère ORL. Et les HPV, ils sont responsables de cancer, mais ils sont aussi responsables de verrues anogénitales. Donc ça, c'est bénin, mais par contre, il y a une grosse altération de la qualité de vie chez les patients porteurs, avec une altération aussi de la sexualité.
Donc les papillomavirus, comme l'a dit Viviane, c'est une grande famille. Et nous, on va s'intéresser principalement à ceux qui sont à haut risque oncogène. Donc le fameux HPV 16, le 18, donc ça c'est les plus connus, le 31, le 33, le 35, le 39, et donc après ça continue. Et donc en particulier donc le 16, qui est responsable de la plupart des cancers HPV induits chez l'homme. Ensuite, il y a aussi d'autres papillomavirus, donc le 6 et le 11, eux ils sont à faible risque oncogène. Par contre, ils sont quand même pas mal pourvoyeurs de verrues anogénitales. Donc en fait, les recommandations de l'HAS, déjà, ça commence par toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin Gardasil 9. Donc on va voir ce que c'est. Donc en fait, on a plusieurs types de vaccins anti-HPV. On a le Gardasil simple, avec lequel on vaccinait auparavant. Donc lui, il protégeait de 4 sous-types. Le Cervarix, lui, 2 sous-types. Et là, donc ça, c'est le Gardasil 9. Donc lui, il protège contre 9 sous-types, donc le 6, le 11, le 16, le 18, et ensuite le 31, 33, 45, 52, 58. Donc c'est vraiment les principaux et les plus courants. Donc moi, j'ai les données pour la métropole. Donc le prix, c'est 131 € et il est remboursé à 65%. Donc, les recommandations de l'HAS chez les garçons, en fait, ça va être comme chez les filles. Donc, c'est-à-dire que la recommandation, c'est donc pour les garçons entre 11 et 14 ans, un schéma en 2 doses. Donc, on vaccine à M0, M6. Entre 15 et 19 ans, par contre, c'est 3 doses. M0, M2, M6. Donc, ça, c'est comme chez les filles. Et ensuite, pour les hommes avec des relations homosexuelles, ils proposent une vaccination jusqu'à 26 ans avec un schéma aussi 3 doses, M0, M2, M6. Alors, ensuite, on va passer au dépistage. Donc, le dépistage du cancer du col, pourquoi est-ce que maintenant ils se sont intéressés au test HPV ? En fait, ils ont comparé par rapport à l'examen cytologique, donc par rapport au frottis. Ils ont trouvé, comme l'a dit Viviane, que le test HPV avait une meilleure sensibilité pour la détection des lésions précancéreuses. Il est plus efficace en termes de réduction de l'incidence des lésions précancéreuses et des cancers invasifs chez les femmes de plus de 30 ans. Ça, c'est important, on va le voir pour la suite. Donc, ils ont montré que chez les femmes de plus de 30 ans, ça permettait la réduction, mais pas en dessous. Et ils ont montré aussi que le test HPV, s'il était négatif, la durée de protection était plus longue. Donc, ça, on va voir aussi, ça va avoir des conséquences sur le dépistage. Et par contre, la spécificité du test HPV pour détecter les lésions précancéreuses est moindre. Et donc, en fait, le triage des femmes ayant un test HPV positif, ça, c'est un enjeu important. Et c'est pour ça qu'on va revoir après comment ça se passe quand il y a un HPV positif. Chez les femmes de moins de 30 ans, la prévalence des infections HPV transitoires est élevée. Donc, en fait, ça veut dire que dans notre vie, on va... il y a une bonne partie de la population maintenant n'est pas très bien vaccinée, qui va rencontrer l'HPV. Et la majorité des gens vont s'en débarrasser. Sauf qu'il va falloir un petit peu de temps. Donc c'est vrai qu'en dessous de 30 ans, on risque un surdiagnostic et un surtraitement qui peuvent entraîner des complications obstétricales lors des grossesses ultérieures. Et aussi un état de stress pour la patiente. Alors, du coup... Là, maintenant, en juillet 2019, ils ont publié l'évaluation de la recherche de l'HPV en dépistage des lésions précancéreuses. Et ils ont reparlé de la place du double immunomarquage P16-KI67 qui avait sa place avant dans le dépistage. Alors, d'accord. Donc là, en fait, chez les femmes âgées de 25 à 30 ans, ça va être la même chose que ce qu'on faisait avant. Donc en fait, on fait un frottis. S'il est ascus ou plus, donc LSIL, HSIL, voilà. Là, on fait le test HPV. Si le test HPV, il est positif, là, on passe aux recommandations de l'INCa 2016. Donc là, en fait, généralement, on fait une colposcopie. Pour pouvoir faire ça, il faut que le frottis soit fait en phase liquide. Parce qu'en fait, les frottis, comme on fait actuellement, donc sur l'âme,
ne permettent pas de faire un HPV d'emblée. Il faut qu'on reconvoque les patientes et qu'on leur refasse un examen gynéco et qu'on reprélève un peu avec une petite cytobrosse pour pouvoir faire le test HPV. Et alors là, c'est là le changement. C'est chez les femmes de 30 à 65 ans. Ah oui, il y a une chose que j'ai oubliée, donc pas de frottis avant 25 ans. C'est pas recommandé. Donc toujours pareil, on risque de faire un surdiagnostic et un surtraitement. Alors, chez les femmes âgées de 30 à 65 ans, donc là par contre c'est là le changement, c'est qu'en première intention, on demande un test HPV. Donc le test HPV, c'est avec une petite cytobrosse, c'est comme un examen gynéco, voilà, comme Viviane l'a dit tout à l'heure, on a un nombre de tours à faire, bon ça on verra combien. Si le résultat il est négatif, on va d'abord faire ça, c'est plus facile, il faut refaire un test HPV 5 ans plus tard. Donc ça veut dire que ça protège pendant 5 ans. Alors qu'avant, les frottis, c'était tous les 3 ans. Donc maintenant, on est tranquille pendant 5 ans. Si par contre, il est positif, là, il va y avoir un frottis qui va être fait. Mais encore une fois, il faut la technique en phase liquide pour que les anapathes puissent faire le frottis d'emblée sans qu'on doive reconvoquer la patiente, tout ça. Si il est ascus ou plus, là, on fait une colposcopie. S'il est négatif, là, on n'attend pas 5 ans, on en refait quand même un an plus tard. Si c'est négatif, on repasse à 5 ans. Si c'est positif, on fait une colposcopie. Alors, petite précision, chez les femmes à partir de 30 ans, comment est-ce qu'on fait le passage du frottis au test HPV? Donc en fait, le premier test HPV, on va le faire 3 ans après le dernier frottis s'il était normal. Et alors, l'utilisation du double immunomarquage P16Ki67 n'est plus utilisée en dépistage primaire ou en test de triage comme c'était fait avant. J'avais fait un petit quiz. Voilà. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez répondu. Hein. Le but, c'est pas de vous voir tous rouges pivoine. Mais est-ce qu'on peut regarder ensemble pour voir si, à la lueur des diapositives qu'on vous a passées, vous comprenez mieux les questions piégeuses que je vous ai mises? Parce qu'on sait bien que dans chaque métier, on a un vocabulaire, on a des connaissances aussi, mais que c'est difficile de tout faire passer et que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc je vous lis le premier. La Haute Autorité de Santé a invalidé l'immunomarquage Ki67P16 en dépistage. Cela veut dire que l'immunomarquage n'a pas de place en dépistage sur un frottis dans le cas de dépistage organisé ou non. Que HPV16 n'est pas un promoteur du cancer du col. L'immunomarquage, c'est la même chose que le typage HPV. Toutes les réponses ci-dessus sont vraies. Je n'en sais rien, mais je fais confiance à la HAS. Bon, donc ça a été fait peu de temps par certains labos. Ça n'est pas validé par la HAS. Ça n'a pas existé ici, donc ça ne nous a pas manqué. Voilà, et donc on le signale pour que vous l'oubliez. Mais c'est que des questions avec beaucoup de questions avec le chiffre 16, vous verrez pourquoi. Donc HPV16, bien sûr que c'est un promoteur, enfin un inducteur du cancer du col, hein, c'est un HPV qui est très oncogène. Un immunomarquage de l'immunohistochimie, c'est pas la même chose que du typage. Ça rime, ça peut marcher en poésie, mais c'est pas la même chose. Donc un immunomarquage, c'est une technique de couche d'anticorps différents pour révéler pour nous sur les lames. C'est simplement une technique pour révéler quelque chose, un récepteur, une protéine. Et un typage, vous l'avez compris, hein, c'est de nommer dans la famille du schmoll Jean-Pierre, Jean-Paul ou François. C'est ça un typage. Ensuite, j'ai un résultat de frottis avec une lésion intraépithéliale, mais le typage HPV est négatif. Ça, c'est un gros désarroi parfois. Ça veut dire qu'il y a une erreur de patiente, c'est le labo qui s'est trompé. Le frottis a été mal lu. Le typage n'est pas valide.
où le génotype n'est pas dans le panel de virus détecté par la sonde ou la cartouche. Bien, je prends de l'âge et je perds mon latin. Voilà, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que on a un typage qui va pas sortir de virus qu'on est pourtant totalement à l'abri. Il peut y avoir quand même des lésions. Il y en aura très peu. Statistiquement, il y a très peu de risques, mais il y en a un quand même. Tout n'est pas encore parfait. Je voulais aussi que vous le sachiez, que vous compreniez. Ensuite, j'ai un résultat de typage viral pour ma patiente positive pour HPV-16. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma patiente va développer un cancer du col dans les 10 ans à venir, que son conjoint doit se faire dépister, y compris au niveau des amygdales, puisque c'est un cancer, que l'HPV produit des cancers ORL, qu'elle est porteuse de HPV-16 et qu'elle risque de développer une lésion précancéreuse, voire cancéreuse, ou je peux rien dire encore, il faut faire une immunohistochimie pour voir ce que donne la P16. Ou tout est faux, c'est de la virologie et ça n'a rien à faire en dépistage du col. Bon, donc je l'ai mis là pour que vous compreniez que oui, que le typage va avoir à faire pour le dépistage du col, bien évidemment, mais que c'est pas parce qu'on est porteur qu'on a systématiquement une lésion, voire même qu'on va la développer. Je pense que les gens le comprennent mieux maintenant avec le Covid, que c'est pas parce qu'on est porteur qu'on est malade, mais c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à expliquer aux patients pour pas les faire s'alarmer trop vite, tout en les gardant quand même sur le gaz. Donc, est-ce que quand on a une patiente qui est positive à des virus HPV, on demande de faire suivre le conjoint? Que dit la gynéco là-dessus? Il n'y a pas de recommandation par la HAS. Ils n'ont pas encore déterminé. Par exemple, en post-opératoire, souvent pour un CIN, on fait une conisation et les patientes, elles nous disent est-ce que mon conjoint il doit se faire dépister? Parce qu'on leur a dit, elles commencent quand même à entendre que chez l'homme, c'est pourvoyeur de cancer, tout ça. Il n'y a pas de recommandation. Donc, c'est en même temps un dépistage de cancer ORL. C'est compliqué, quoi. Donc, à moins de faire des fibros, des colos à tout le monde pour les cancers de l'anus, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de recommandation. Voilà. Et je tenais à parler de l'immunohistochimie avec la P16 parce que la protéine P16 est une protéine que nous, on recherche dans les lésions du col en immunohistochimie. Donc, c'est pas du typage, c'est pas de l'HPV-16, c'est une protéine qui a une protéine P, tout ce qui est P30, P63, c'est des protéines. La S100. C'est une protéine qu'on voit, nous, parce que la cancérogénèse est amorcée. Voilà. Et pour nous, quand sur un col, quand on a des difficultés et qu'on ne sait pas s'il y a une lésion ou pas, mais qu'il n'y a pas d'immunomarquage à la P16, on est sûr qu'il ne se passe rien. C'est tranquille. Donc ça doit vous rassurer, vous les gynécos. Ah, c'est pour les gynécos, ça, hein, les comptes rendus du col, les biopsies du col. Donc j'entends bien que de plus en plus il y a une hyperspécialisation de nos métiers et donc P16, HPV-16, ça peut induire des glissements de sens ou de compréhension. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces 3 questions-là. Voilà. On va un petit peu vite, mais on voulait laisser de la place aux questions.